Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Salut à tous, c'est Tonton Maurizio sur Sud Radio pour notre premier rendez-vous, les vraies voix du foot de 2025. L'incontournable émission du mercredi soir, vous avez l'habitude, 20h-21h sur Sud Radio où on vous parle vraiment de football. Je suis toujours accompagné de Pierre Grégoire et de Farid Bouedla. Comment ça va les garçons ? Ça va très bien, très content de vous retrouver. Bonne année tout le monde. Voilà. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Merci, pas mieux. On est de retour. Voilà, comme au chiffre roulette. Maxime Sénat, on le présente bien à la réalisation. Bonsoir à tous. Voilà, on est ensemble pour 1 heure et je vous annonce encore une émission exceptionnelle aujourd'hui. Restez bien à l'écoute jusqu'au bout car on a avec nous ici même sur notre plateau et pour notre plus grand bonheur, celui de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Il faut le souligner et on vous en remercie du fond du cœur. Une légende du futsal, j'ai nommé monsieur Moustapha Othmani. Comment ça va mon pote ? Ouais, ça va super. Bonsoir à tout le monde et je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci, bienvenue. Merci. Bonne entrée en matière, sois ici chez toi. Mousse, on va pas se mentir, on se connaît. On vit dans le même coin. On est des frérots, comme on dit chez nous. Et je suis très heureux et très fier de te rendre hommage, car tu as une immense carrière et en club et en équipe de France de futsal. On va y revenir. Sois le bienvenu, Mousse. Voilà, je suis très content que tu sois là. On est très contents tous. Alors, au sommaire, je vous donne tout de suite le sommaire. On aura une belle page équipe de France avec le départ de Dédé et Mercato avec Alexandre Corboz, rédacteur en chef de butfootballclub.fr, notre partenaire. On reviendra sur la carrière de Moustapha Othmani et les questions qu'on vous pose. On vous pose des questions sur les réseaux sociaux de Sud Radio. Êtes-vous satisfait du départ de Dédé annoncé après la Coupe du Monde 2026 ? Oui ou non ? Et qui voyez-vous pour le remplacer ? On vous donnera des indices, mais vous avez aussi le droit d'en proposer. Voilà, on attend vos avis. Mais avant tout, je voudrais faire un tour de table tout de suite rapide pour connaître vos vœux pour cette nouvelle année sportive ou autre. On va commencer par toi, Farid. Écoute, si je dois présenter mes vœux, déjà en étant très très bateau, beaucoup de bonnes choses, surtout la santé. Et d'un point de vue sportif, j'aimerais pouvoir voir l'Olympique de Marseille passer devant le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Écoute, si on a des vœux, c'est aussi quelque. Voilà, ça c'est peut être dans l'utopie. Voilà, c'est un vœu. Voilà, Pierre. Déjà merci Farid, merci Tonton pour les vœux. Je vais pas non plus être très original, mais la santé avant tout. C'est vrai parfois on en oublie. La santé, prenez soin de vos proches, c'est de votre famille, de vos amis, et on va faire de très belles choses cette année. Ça sur un point de vue plus professionnel, sportif, avec Farid, avec Tonton et tous les invités qu'on a la chance d'avoir. Il y a plein d'affirmations qu'on peut faire dans le football, et l'affirmation que je vais faire, c'est qu'on va faire une bonne saison. Il y a beaucoup de choses à dire. Sur la plus belle des radios, la plus belle des radios, Sud Radio. Moustapha, tes vœux pour 2025? Moi, je vais un peu copier, donc on va dire un peu la santé déjà, pour commencer. Ouais. Et je voudrais vraiment la paix dans le monde. Ouais. C'est le plus important. Ça fait pas exactement. Et du beau football pour cette deuxième partie de saison. Voilà, pour la partie sportive. Moi, j'ai un seul vœu. Je pense que je vais vous surprendre. Attention, mais je souhaite que le Napoli gagne le calcio. Mais ils vont l'être, t'as dit qu'il s'est bien passé. Moi je vous l'annonce depuis, ça fait 6 mois que je vous l'annonce, donc voilà. Non, mais je blague, mais voilà pour la partie football, mais bien sûr ça fait bateau quand on se fout de la gueule des Miss France qui souhaitent qu'il n'y ait plus de guerre et tout, mais c'est vrai que dans le fond, on vit tous ensemble, on est des frères, ce que je dis souvent avec Mousse et tout. Voilà, on vit tous ensemble et puis il faudra arrêter un moment de se mettre sur la gueule pour des conneries. Voilà. Exactement. Oui. Voilà. Par contre, moi j'avais une question. Alors, t'as combien de t-shirts différents de Diego Maradona? Je sais pas. Franchement, parce que pour ceux qui nous suivent sur YouTube, enfin sur les réseaux sociaux, ils peuvent le voir, mais les auditeurs dans leur voiture, il faut savoir que Mauricio à chaque émission a un nouveau maillot de Diego Maradona chaque semaine. Parce que je l'ai fait faire par un frère napolitain et tout. D'accord. Je l'ai fait faire carrément, il m'arrive du Napoli. Et tu regardez Mousse, regardez-nous. J'en ai piqué. Voilà, il a eu la tradition. Il a eu son petit cadeau. Il veut revenir. Parce que moi, j'ai juste une question. Tu m'as fait le lien. Le meilleur joueur du monde de tous les temps. Diego Armando Maradona. Voilà. Et là, c'est le capitaine de l'équipe de France de futsal qui a été pendant 10 ans. Enfin, on va revenir sur ta carrière, mais qui vous donne son avis. Maxime, tes vœux, tu nous dis un petit mot, Maxime, pour une fois. Bah oui, Maxime. Alors déjà, j'aimerais rétablir une vérité. Le meilleur joueur du monde de tous les temps, c'est Tchèque Diabaté. Ok, exactement. Et ben voilà. C'est marrant. Non, mais il parlait de l'étang. Il parlait d'un étang, le meilleur de tous les temps. Non, pour mes vœux pour 2025, un repreneur pour les Girondins de Bordeaux, ça serait bien.
bien. Voilà. Ouais. C'est un joli vœu. C'est un joli vœu. Comme des supporters bordelais. On a plus de chances d'avoir la paix dans le monde. Hein. C'est 2025, ça envoie. Il y a la rumeur Oliver Kahn qui est là, on sait jamais. La rumeur Oliver Kahn. S'il y a des gens intéressés, même 10 balles, on prend. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'on essuie une courte pause ou est-ce qu'on a tout de suite Alexandre Corboz au téléphone? Alors, Alexandre Corboz est là, il nous attend. Bonjour Alexandre. Bonne année. Bonne année Alexandre Corboz. Merci, Alexandre. Je le redis, rédacteur en chef de butfootballclub.fr, notre partenaire. Tu as un peu d'eau, t'as du mal. Ouais. Pourtant, je sais pas si je tourne au café. La mais, bouche faut sèche. que j'ai la bouche sèche. Pas facile à dire. Alexandre, bienvenue à toi. Donne-nous tout de suite l'info But Football Club, le départ de Didier Deschamps. Donne-nous tout de suite, explique-nous un peu ton avis et à toi la parole. Depuis hier, ça avait ventilé. Aujourd'hui, dans le JT, à 13h, ça a été confirmé, à savoir l'annonce par Didier Deschamps de son départ après la Coupe du Monde. Bon, ça fait quand même dans 1 an et demi, hein, c'est encore long, mais bon, c'était quelque chose qui était attendu quand même par beaucoup de monde, parce qu'il y avait un vrai ras-le-bol et aussi, il faut le dire, une perte d'intérêt pour l'équipe de France. Là, il faisait partie des meubles, ça fait déjà 12 ans et demi. Il ira jusqu'à ses 14 ans, ce qui va faire un record absolu pour l'équipe de France et d'assez loin. Et merci, au revoir, quoi. Heureusement. D'accord, donc on a fait un heureux. Petit tour de table rapide, Farid, content Non, de... mais moi, on connaît mon amour pour Didier Deschamps, hein, en étant un petit peu ironique. Ouais. Mais c'est vrai que bon, ça fait quand même du bien de savoir qu'on va connaître peut-être, certainement autre chose que ce qu'on a connu ces dernières années. Moi, je l'ai toujours dit, footballistiquement, Didier Deschamps, c'est pas ma tasse de thé. D'accord. Pierrot? Oui, dans l'ensemble, on rejoint quand même l'opinion générale. C'est vrai qu'il a fait son temps. 14 ans, c'est énorme. C'est comme On aura le sondage sur X. réagissez, Voilà, c'est sur les réseaux important de sociaux, on va savoir. On va se poser la question sur moi aussi tout à l'heure. Quel avenir pour les Bleus? Voilà, Didier Deschamps. Bon, faut pas non plus devenir amnésique et oublier ce qu'il a fait. C'est quand même gagné une Coupe du Monde. Alors déjà, les gens oublient qu'il a quand même gagné une Coupe du Monde. La Ligue des Nations, je mets à part. Après, à côté, il a rien gagné d'autre. Ok, il a fait une finale, plusieurs finales à l'Euro en France et au Qatar notamment. Mais voilà, faut pas non plus être totalement amnésique. Mais je suis d'accord que tourner la page, mieux vaut tard que jamais. Ouais. C'est maintenant, quel avenir, quel sélectionneur et surtout quelle image il aura laissé derrière lui. On se posera aussi les bonnes questions. Est-ce que lui a envie de réentraîner après Je dis souvent, c'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. On verra s'il finit sur une victoire en Coupe du Monde. Le mec, d'un seul coup, il va tous nous faire taire. Moustapha, ton avis sur Dédé? Déjà, moi, je pense aussi qu'il a fait son temps et j'aimerais bien voir un jeu plus attractif, plus offensif. On défend trop. Je trouve qu'il n'y a pas assez de jeu. J'aimerais bien faut avoir les joueurs aussi. Faut quand même avoir les joueurs pour le faire. On a quand même de la qualité technique en France. Les joueurs, on les a. Les joueurs, on les a. C'est encore un autre débat. Qui vous voyez? Je vais vous poser la même question qu'on a posée aux auditeurs. Qui vous voyez pour le remplacer? Alors, je donne le bien tout de suite. Il y a forcément des noms qui circulent. Le premier. ZZ? Ouais, ZZ. On passe de DD à ZZ, tu vois. Toujours dans la double lettre. Ouais. Mais en tout cas, oui, forcément, tout le monde pressent. Et moi, je fais partie de ceux qui ont envie de voir Zinedine Zidane à la tête des Bleus. C'est pas forcé parce que c'est vrai qu'il s'est jamais exprimé sur le sujet. Hein. Finalement, on l'a tout tous dans la projeté. Discrétion. C'est vrai qu'ils s'expriment quasiment jamais. Maintenant, il y a peut-être d'autres noms. Moi, je verrais bien, pourquoi pas, un Claude Puel. Je le verrais bien à la tête des Bleus, un Bruno Genesio, si jamais il passait la main à Lille. Il y a des profils. On sera surpris, effectivement. Voilà, on a quand même des ressources en termes de sélectionneurs. Si c'est pas Zidane, moi je verrais bien, je voterais si j'avais le droit de vote pour un Claude Puel. D'accord. Pierrot, tu parlais peut-être d'un sélectionneur étranger. Je suis quand même très surpris. Je vois pas ce qui te fait penser que Claude Puel proposera un meilleur jeu que Didier Deschamps. Alors pour le coup, les dernières expériences en club de Claude Puel, franchement, il a rien montré. Il a rien montré, mais je peux t'assurer que dans les fondements de sa philosophie de jeu, on aura quand même quelque chose de différent. Et puis il y a le club et sélection, c'est différent. Hein. Je travaille pas de la même façon. C'est différent maintenant. Tu le mets dans quelle catégorie, Claude Puel?
Puel comme entraîneur? Entraîneur de Ligue 1, plutôt bon. Non, mais dans quelle philosophie de jeu tu le mets? Deschamps, Puel, je vois pas trop de différence entre les deux. Bah, moi, je vois une vraie différence. Honnêtement, encore une fois, je rejoins ce que j'ai dit très brièvement à Mustapha. Je vois pas avec les joueurs qu'on a, qui sont, attention, on a une bonne génération. Le discours, il est quand même assez récurrent. Aujourd'hui, en équipe de France, je vois que 2 joueurs qui sont dans le Gotha européen titulaire indiscutable dans leur club, c'est Saliba et Marcus Thuram. Quand Deschamps était à son prime, on avait quand même des joueurs capables de faire le dos rond dans les gros matchs et faire une différence. Le grand Mbappé, Griezmann, il est plus là, Giroud n'est plus là, N'Golo Kanté n'est plus là. Je trouve que la relève est bonne, mais pas aussi bonne. Et avec un entraîneur aussi frileux que ce qu'on a vu. Alors Claude Puel, je suis surpris d'entendre encore une fois ce nom. Deschamps, si on met fin à Deschamps, j'espère que c'est pas pour récupérer un Claude Puel qui encore une fois n'a rien montré. Enfin, je suis surpris de ce nom. Après, non mais je comprends que tu sois surpris. Maintenant, dans les fondements de ce que prône Puel, je suis désolé, c'est pas du tout un entraîneur ultra défensif. C'est le juste équilibre entre le pragmatisme et justement la liberté de créativité. Parce que je pense que cette équipe de France a besoin de liberté de créativité, notamment sur les phases offensives. Et je t'invite à approfondir le sujet sur Claude Puel et tu te rendras vite compte que c'est un entraîneur qui est dans cette recherche justement de la note technique, non pas dans la recherche de toujours faire dans le duel absolu, mais justement de mettre un équilibre entre le collectif et l'individualité. Ouais. Sauf que Deschamps et beaucoup d'entraîneurs français sont d'abord basés que sur l'individualité. Je pense que l'après-ère Deschamps nécessite de la folie, selon moi. Un peu plus de folie que ce que pourrait amener un Claude Puel. Ou de la sagesse avec Zizou. À voir. Après, voilà, Franck Hez est en poste, mais je serais beaucoup plus enthousiasmé par l'arrivée d'un Franck Hez. Mustapha, rapidement, Laurent Blanc, Zizou. Moi, Zizou. Zizou. Oui, ce serait voilà. Zizou. D'accord. Avant la première petite pause, je vous donne le score du sondage. Voilà, sur nos réseaux, vous êtes content. Vous dites oui du départ de Dédé à 74%, non à 26%. Et les noms qui sortent, c'est Laurent Blanc, Zinedine Zidane, bien sûr, Thierry Henry. Et puis il y avait un 4e nom que j'ai perdu, c'est éventuellement un entraîneur étranger. Alors à 71% quand même, c'est Zizou. Hein, on revient tout de suite après ça. On va continuer d'en parler avec Alexandre Corbeau. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. On se retrouve sur les vraies voix du foot, toujours avec Farid Bouadla, Mustapha Otmani qui est sur le plateau, notre invité exceptionnel, Pierre Grégoire, Maxime à la réalisation et Alexandre Corbeau au téléphone. Je vous donne tout de suite les chiffres du sondage. À 75%, vous êtes content que Dédé prenne la tangente. La tangente, voilà, poliment. Et c'est Zizou, Zinedine Zidane qui sort à plus de 70%, voilà, qui est pour l'instant en tête dans notre sondage. Alexandre, je voulais aussi qu'on parle, alors on a parlé de Didier Deschamps, c'est vrai que tu peux aussi, toi, nous donner peut-être un nom. Toi, tu vois qui en... Moi, c'était pas très original, je pensais aussi à Zidane, éventuellement à Thierry Henry, parce que, mine de rien, on a tous aimé cette équipe de France olympique, donc pourquoi pas, à la rigueur, si Zidane n'a pas l'envie, parce qu'il n'est pas dit clairement, pourquoi pas un Thierry Henry qui avait quand même bien marché avec l'équipe de France olympique et qui était parti sur plutôt la tête haute. Et maintenant je voulais comme vite revenir sur Claude Puel, parce que moi j'ai failli m'étouffer quand j'ai entendu ce nom, parce que je l'ai côtoyé beaucoup à Lyon. Pour moi c'est Monsieur Costaud, clairement. C'était vraiment le coach physique. Alors certes à Nice il y a eu cette image de coach qui aime le talent, qui aime la technique, mais même à Lyon il avait cette image-là. Il aime les joueurs techniques. Le problème c'est qu'il a jamais su les utiliser. À Lyon il a massacré un joueur comme Ederson en le faisant jouer 8 alors que c'était un 10, et il a pas arrêté de faire ça. Donc j'ai pas envie de le voir lui en équipe de France. Ça serait surprenant. D'accord. Encore une fois, voilà, il a des qualités qui l'ont emmené en Angleterre, notamment à Leicester ou à Southampton. C'était pas si mal. Il a eu des bonnes passes. Voilà, c'est pour ça que je le classe dans bonne catégorie d'entraîneur de Ligue 1. Mais les gens, l'opinion générale serait bien surprise et assez déçue de voir Claude Puel arriver. La suite logique serait effectivement Zinedine Zidane. Thierry Henry, pourquoi pas, d'autant qu'il serait légitime puisqu'il a eu la génération aux Jeux Olympiques, une génération qui arrive avec Enzo Millo, Akliouche dont on parle régulièrement. Mais voilà, c'est vrai que la suite logique serait quand même Zinedine Zidane pour amener du 109 clairement. Je crois que tu as fait un heureux, Alexandre, c'est Toto qui meurt d'envie de te répondre. Non, bien sûr. Non, mais après, je comprends les réactions quand je parle d'un Claude Puel. Mais moi, ce que j'aimerais voir après Deschamps, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de reprendre tout de suite le flambeau et d'être
celui qui doit révolutionner un petit peu une équipe, celui qui doit redonner vie à un petit peu une âme dans une équipe. Et c'est vrai que d'avoir Zinedine Zidane tout de suite, moi je le souhaite, mais c'est vrai que si on avait un entraîneur peut-être moins huppé. Alors peut-être que Thierry Henry ferait largement l'affaire. Et je pense que dans sa posture, il amène une forme de modernité dans l'image au sein du groupe. On l'a vu comment il s'est comporté avec ses joueurs. Et c'est vrai que ça ferait du bien un petit peu d'avoir une autre image qu'une image très guindée, très engoncée dans ses dogmes. Maintenant, oui, moi honnêtement, je persiste et je signe que je ne serais pas forcément complètement étonné de voir un Claude Puel à la tête de l'équipe de France. Voilà. Malgré tout ce qu'on en pense. Parce que, encore une fois, moi je juge un entraîneur non pas toujours à ses résultats, mais à ce qu'il est capable d'apporter. Et moi, je mets toute ma confiance dans un entraîneur comme celui-là. Maurizio, vas-y, Alexandre. Il va se fâcher avec les stars. C'est un entraîneur de Paris, il va se fâcher avec les stars. Donc en gros, l'idée, ça va être de lancer des joueurs hautement improbables, peut-être à des postes qui sont pas les leurs. Nous, c'était vraiment entre Monsieur Bricolage et, enfin, moi, le Claude Puel que j'ai connu, on s'arrachait les cheveux parce que même à Saint-Étienne, ce qu'il a fait à Buffy, c'est inadmissible. C'est quelqu'un qui, dès qu'il y a une star qui est établie, il va la démolir pour reconstruire par-dessus. Donc je suis pas sûr de prendre celui qu'on surnomme le Fossoyeur pour l'équipe de France, ça serait la meilleure chose à faire après Deschamps. Mais c'est vrai que c'est purement personnel. J'ai rien contre lui. Hein. T'as rien contre, mais t'as rien pour. Je vois surtout pas en équipe de France, surtout pas sur une sélection. D'accord. C'est vraiment le caractère qui va pas. Okay. Pour le coup, avec. Ok, on pourrait. Le débat maintenant, c'est le caractère qui va pas. Voilà, oui, non, mais on pourrait vraiment faire une émission complète sur sur le successeur de Dédé. On a avancé des noms. Le sondage, il reste toujours pareil. Hein. C'est Zinedine Zidane qui a 74%. Tout le monde est toujours content. Il a combien de pourcents, Puel? Puel n'est pas cité. Il y a un vote quand même. Il y a le mien. Ouais, il y a le tien. Ouais, t'as pas cliqué. Attends, j'y vais. Alexandre, on va te permettre de te calmer. Parle-nous du mercato. On enchaîne directement le mercato. Je crois que tu as une info lyonnaise. Alors, il se passe beaucoup de choses ces dernières heures. Déjà, avant l'info lyonnaise, il faut annoncer que ce début de mercato est complètement fou. On a l'impression d'être un 31 janvier avec des coups de 4 dans tous les sens, mais surtout entre Lens et Rennes. Là, pour le coup, il faut préciser que le gardien de Lens qui a signé hier, Paul Lopez, le gardien de Rennes, et ben, ça a capoté. Non, on parle de Paul Lopez. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Paul Lopez, aurait dû arriver. Et Paul Lopez, ça a capoté. Enfin, hier, il a été présenté, annoncé. Et là, il y a 20 minutes, ça a capoté parce que Giron voulait le garder. Donc, Lens a jugé ça inadmissible. Et Lens va se remettre à chercher un gardien pour la 3e fois, avec un deuxième transfert de gardien qui capote un peu n'importe comment à la dernière seconde. Info super importante, info Sud Radio, info butfootballclub.fr en direct. Ça, c'est du scoop. Qui a annoncé, qui a fait un communiqué il y a 20 minutes de ça. D'accord. Donc c'est officiel ça. Merci Alexandre. Et côté Lyon. Alors vas-y. Côté Lyon, alors donc l'équipe a annoncé tout à l'heure l'arrivée de Thiago Almada, qui est probable, très probable aujourd'hui, même s'il faut encore l'aval de la DNCG. Et du coup, comme on l'a annoncé sur le site de But, ça implique un départ d'un joueur extra-communautaire qui sera Adrielson, qui est revenu de Botafogo et qui va quitter l'OL probablement pour la Turquie d'ici à vendredi, parce qu'il faut laisser la place, le 4e extra-communautaire, à l'arrivée de Thiago Almada, qui, rappelons-le, est quand même champion du monde 2022 avec l'Argentine. Très très gros joueur qui débarque à Lyon. Voilà, vous comprenez pourquoi j'appelle Alexandre Corboz? On a des infos, on a des scoops sur scoop, c'est ça son cher. Pierrot, tu voulais lui dire. Je n'en sais pas, c'est vrai que ça a été une journée un peu rocambolesque aujourd'hui, mais les efforts de Lyon pour passer la DNCG sont quand même notoires. On peut reprocher beaucoup de choses à John Textor, au moins on peut lui admettre ça. Alors Almada, c'est un montage, Almada va arriver en prêt gratuit effectivement. Ils ont déjà vendu Guy Orban à Hoffenheim, ils ont vendu Jeffinho à Botafogo, Anthony Lopez comme on le sait est parti à Nantes également, dans des conditions on peut en débattre, mais voilà, Lyon fait vraiment tous les efforts pour rentrer dans les clous, c'est pas plus mal. D'accord. Et en même temps se montrer compétitif sur le terrain. Attention, on a un autre scoop. Allez Alexandre. Il y a quelques minutes, John Textor a vendu ses parts Crystal Palace. À Crystal Palace, c'était dans les tuyaux, absolument. C'était dans les c'est starting. officiel, il y a eu la lettre, il y a eu le communiqué de Sportbank qui rachète les 45% Voilà. Il déshabille Paul pour habiller Jacques. Voilà, c'est ça. C'est il déshabille Paul pour habiller Jacques. En fait, ça
ça servait à rien. Crystal Palace, il avait 45% des parts, il était majoritaire, mais il y avait un pacte d'actionnaires qui faisait qu'il ne prenait aucune décision. En gros, ils ont accepté son argent. Ça a été le go pendant des années. Et là, il s'est débarrassé de ce club qui était, entre guillemets, toxique dans son univers parce que, au final, il avait juste payé 80 millions, je crois, pour une chaise en tribune. Voilà. D'accord. Donc, ça fait cher la chaise. Ouais, ça fait cher, ça fait cher le fauteuil. Il a fait une plus-value sur la chaise qui est débarrassée. Donc, on peut applaudir l'acrobate des finances. Parce que là, pour le coup, allez, puisque tu es lancé, est-ce que tu as une autre info transfert récente? Parce qu'on est... Ah bah là, après le reste c'est plutôt calme. Aujourd'hui, Marseille a présenté son gardien. Donc Lens va en chercher son gardien, son défenseur Felipe Luis Luis. Felipe. Ouais. Ils vont encore chercher un latéral droit. Ils cherchent encore un latéral gauche, mais maintenant il faut des ventes. Potentiellement Lilian Brassier qui est arrivé l'été dernier. Potentiellement Ismaël Koné. Mais sans vente, Marseille n'avancera pas. D'accord. Lyon va encore chercher à vendre des joueurs, mais pas les joueurs principaux de l'effectif, parce qu'il faut rentrer 55 millions. Lens va vendre, c'est annoncé par Pierre Drossi le week-end dernier, Kodir Kuzanov, leur défenseur ouzbek, qui est absolument exceptionnel depuis le début de la saison, et tous les gros clubs sont dessus. On parle de Manchester City qui avance beaucoup sur le dossier ces derniers jours. Donc possible conclusion à Manchester City pour plus de 25-30 millions. Il y a comme des gros mouvements cet hiver. C'est très très étonnant parce qu'un mercato d'hiver, généralement, c'est un mercato de correction. Et cette année, on a un mercato d'hiver très animé avec une équipe de Rennes qui aussi balance l'argent par les fenêtres. C'est assez incroyable. Ouais. On est vraiment sur un mercato assez fou déjà, alors qu'il devait être calme. On est quand même sur une économie de marché qui est assez compliquée par rapport aux droits télé. Et on se retrouve dans une espèce de folie dépensière côté rennais, avec des clubs, du coup, ça va ruisseler un peu, parce que Lens, mine de rien, récupère 15 millions sur Brice-Samba. C'est un gardien trentenaire, c'est juste incroyable de récupérer autant. Cet hiver, et ce début d'hiver est fou, et c'est sans doute pas fini. Ah bah non, on a jusqu'au 31 janvier, je crois. Voilà. Mais là, c'est fou directement, dès la première semaine, alors que d'habitude... d'habitude, c'est sur la fin que ça se décante. Voilà, c'est sur la fin, là, ça a démarré dès le début, avec des transferts qui capotent, mais c'est absolument dingue, et puis, voilà, ça va vraiment bouger à peu près partout. Il y a bien qu'au PSG où ça risque d'être calme, avec 2 ou 3 départs. Ce que tu me disais en off. Des arrivées. Voilà. Mais ok. Bah écoute, voilà, sinon, ça bouge partout. Merci Alexandre. Je rappelle, rédacteur en chef de reprendre son souffle. Voilà, butfootballclub.fr, notre partenaire. Merci à toi Alexandre. On te libère. Tu peux passer à table, tu peux souffler. Tu n'auras plus Toto en ligne. Récupère et puis on te dit à très bientôt. Les garçons, on va encore essuyer une courte page de pub et on revient tout de suite pour le portrait de Monsieur Moustapha Otmani qui est avec nous. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot. Je suis toujours accompagné je suis Tonton Maurizio, toujours accompagné de Farid Bouedla, Pierre Grégoire et notre invité aujourd'hui, Maxime à la réalisation, et notre invité aujourd'hui, Moustapha Otmani. Alors, j'ai tout de suite envie de te demander, je le sais, mais j'ai tellement de plaisir à te poser cette question. D'où tu viens, Moustapha ? Bon, je suis de Seine-Saint-Denis, du 93, spécialement de Clichy-sous-Bois. Voilà. Et tu as été international, alors on va y revenir, on va développer ta carrière et tout, mais raconte-nous un peu tes débuts. Tu es joueur international de futsal, mais tes débuts, ça a démarré comment ta carrière ? Mes débuts dans le futsal, en fait, j'étais un joueur de football à 11, classique comme tout futsaleur. De gaucher, je précise gaucher comme Diego Maradona. Exactement. Et du coup, à l'époque, on avait notre président qui avait une annonce dans le journal où il y avait une compétition de futsal pour participer à la Coupe de France de futsal. Donc à l'époque, il n'y avait pas encore de championnat, il y avait seulement une Coupe de France. Et du coup, il nous a inscrits sur cette compétition. Et c'est à ce moment-là qu'on a passé des tours jusqu'à arriver en finale. Ouais. Un club de football à 11 qui arrive en finale d'une Coupe de France de futsal. Et c'est là que ça a commencé. Il y avait que des membres de banlieue, il y avait des mecs du coin ou c'était des joueurs près à droite à gauche? Non, c'était que des joueurs de Clichy, Montfermeil et Livry-Gargan. D'accord. Donc, et puis le point de départ, il est là. Voilà, exactement. Voilà. Et puis, voilà, c'est là mes débuts dans le futsal avec cette compétition. Et puis derrière, il y a eu des gens qui ont vu ces matchs-là. Alors justement, généralement, il y a beaucoup de joueurs qui font le cursus futsal vers le foot à 11. Toi, ça fait de foot à 11 vers le futsal, c'est ça ? Ouais, exactement.
Moi, ouais, je commençais par le football à 11 classique, parce que le futsal encore, c'était pas encore assez développé. Par rapport à maintenant, où beaucoup de joueurs commencent par le futsal avant de commencer de finir par le football à 11. Alors je fais une parenthèse, alors qu'en Argentine, au Brésil et tout, les mômes commencent par le futsal. Exactement. Le football, parce que la prise d'info, la vitesse, c'est ça, même au Portugal, en Espagne, ça commence d'abord par le football en salle, par le futsal du moins, et pour peaufiner la technique, et pour ensuite basculer soit dans le football à 11, où il y en a même qui restent dans le futsal. Mais c'est très intelligent de commencer par le futsal. Tu avais une question, Toto, Pierre? Non, c'est vrai on dit souvent que c'est pour les joueurs techniques. Donc voilà, l'exemple le plus fréquent, c'est Wissam Ben Yedder, maintenant, qui est sorti du futsal et qui a fini pro, qui a fait une bonne carrière. Au-delà Bouffal aussi, il me semble. Bouffal. Après, plus Wissam Ben Yedder, il a fait une année avec moi en équipe de France. Voilà. Donc j'ai pu voir ses qualités techniques exceptionnelles. Ça reste exactement. Un bon joueur. Et du coup, quels sont les skills les plus importants à acquérir quand on veut être un très bon joueur de futsal? Surtout qu'aujourd'hui, il faut bien différencier pour les auditeurs que futsal, c'est différent du five qu'on connaît maintenant. C'est totalement différent. Je tiens à préciser que c'est totalement différent. Futsal, c'est sur du dur, si je puis dire, avec des règles. Le terrain est un peu plus grand, je crois. Quelles sont les qualités aujourd'hui requises, les compétences requises pour être un bon joueur de futsal, toi qui as été une légende de l'équipe de France de futsal quand même? Déjà, il faut avoir une très bonne qualité technique, déjà pour commencer. Faut savoir voir vite le jeu, parce que c'est très important. Lecture, on est dans des petits espaces où la vitesse d'exécution doit être très très rapide, donc on doit voir vite le jeu. Mais voilà, où j'appuie la chose, c'est sur la qualité technique, parce qu'après, sur la qualité tactique, on commence à apprendre à ce niveau-là. Ok. Moi justement, alors toi, tu as fait quand même pas mal de clubs français, aussi à l'étranger, au Portugal, à Chypre, il me semble aussi. La grosse différence que tu as vue entre ce que tu as vu à l'étranger et le futsal en France, la différence, elle se joue sur quoi? Sur l'engouement, sur le côté tactique? Est-ce qu'on est peut-être en retard en France là-dessus? Déjà au Portugal, c'était sur du football à 11. J'étais en Ligue 2 à 11. Donc après, sur les autres pays où j'ai pu voir ce que ça donnait en termes de futsal, on avait déjà du retard, nous, en France. Quand moi, j'ai fait des tournois à l'étranger dans les débuts du futsal, je voyais les mecs, tactiquement, ça partait à gauche, à droite, on comprenait rien, parce que ils avaient 10 ans d'avance. La plupart des pays, surtout les pays de l'Est, ils avaient vraiment 10 ans d'avance, 10, voire même 20 ans d'avance. Est-ce qu'on a rattrapé ce retard? En France? On l'a rattrapé, on l'a bien vu, il n'y a pas très longtemps, où on fait quand même une demi-finale de Coupe du Monde. L'équipe de France fait une demi-finale de Coupe du Monde, donc c'est qu'on a carrément rattrapé ce niveau-là, quoi. Peut-être d'un point de vue tactique. Est-ce que justement le futsal s'inspire, contrairement au foot traditionnel, s'inspire de d'autres sports comme un petit peu le hand, parce que c'est vrai que ça se joue sur un terrain de hand. Il y a des déplacements, il y a des façons de s'organiser d'un point de vue offensif de la même manière qu'un. Tu m'as volé ma question. Ah bah voilà. Vas-y. Non, c'est lui qui t'a posé. Vas-y. Je te laisse la poser. On l'a refait. Non, mais j'allais poser la même question. C'est hyper intelligent. Comme c'est des sports en salle, je vais plus dire qu'on se rapproche un peu plus du basket, parce que beaucoup de tactique, beaucoup de blocs, mais on va dire plutôt les deux, le hand, le basket, c'est un mix vraiment du hand avec du basket, et voilà ce qui donne le futsal. Parce que pour appuyer un peu la question de Dodo, je te coupe, mais c'est vrai que la conserve en futsal, ça va, mais ça va tellement vite qu'en fait il y a moins de conserve que dans le foot à 11. Foot à 11, on demande qu'ils mettent de la verticalité, en futsal tu l'as rapidement, la verticalité. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'au futsal on touche beaucoup plus le ballon qu'au foot à 11 déjà. Déjà la première des choses. Et puis de deux, la conserve elle est très 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 importante. Elle est très importante, c'est pour ça que tactiquement on doit beaucoup travailler, beaucoup bouger. Et il y a tout ce qui est bloc, toutes ces choses-là qui sont autorisées. Donc la conserve elle est très très importante au futsal. Après t'as ce que je voulais te demander aussi, mais parce que je suis déjà dans le thème suivant, dans le futur. Mais je voulais te demander les entraînements de futsal. Un entraînement de futsal, un entraînement de foot à 11, toi qui as fait les deux. Physiquement,
on travaille plus les accélérations sur du fractionné. C'est la grande différence fondamentale. On travaille beaucoup plus de fractionné en futsal, parce qu'on fait que ça, les allers-retours, surtout sur du très haut niveau, où voilà, on peut pas se permettre de rester plus de 10 minutes sur le terrain, parce que voilà, physiquement, on est tout de suite épuisé, parce que on n'a pas de répit, surtout si on tombe sur des équipes qui vous pressent constamment. On doit énormément bouger. On peut pas rester toujours sur la même zone ou quoi que ce soit. Donc du fractionné, on en travaille énormément en futsal, je pense, quand même beaucoup plus que le football, où le football, on travaille un peu plus l'endurance. Après, sur le jeu au pied, peut-être qu'en futsal, vaut mieux quand même, c'est préférable au foot à 11 aussi, mais avoir les deux pieds. Ça va tellement vite, tu vois, t'es obligé Nous, on fait travailler les enfants là-dessus. Moi, je voulais après t'enchaîner sur les enfants, mais les enfants, les bases, les gammes, c'est ça, c'est contrôle pied droit, enchaînement pied gauche et l'inverse. Voilà, et au futsal, ça va tellement vite qu'il faut, si t'as pas de pied gauche ou t'as pas de pied ça droit. va vite. Et puis finalement, contrairement au foot, t'es toujours concerné par le jeu. Il y a pas de temps mort, que ce soit offensivement, défensivement. Le terrain, comme c'est une surface réduite, on est tout le temps sollicité. Ouais, exactement. Le ballon, il sort, il arrive tout de suite sur le terrain. Donc on n'avait vraiment pas le temps de tourner le dos au ballon ou quoi que ce soit. On doit être vraiment constamment concentré. Parce que, comme j'ai dit, si vous tombez sur une équipe qui vous presse constamment, là, au bout d'un moment, va falloir trouver des solutions. Et c'est là qu'à ce moment-là, on met en place des choses tactiques, ou à l'entraînement, on travaille des choses tactiques, des sorties de presse, toutes ces choses-là, quoi. Et d'un point de vue technico-technique, le ballon, c'est un ballon plus petit, hein, c'est un ballon plus petit, un peu lesté. C'est ça aussi qui fait que pour les joueurs techniques, c'est quand même plus facile de faire des contrôles semelles, d'être vraiment, il faut être juste techniquement par rapport au foot à 11 qui a évidemment rien à voir. Et ça, tu ressens une vraie différence, j'imagine. Oui, il y a une différence. Déjà, le ballon, il rebondit pas. Il rebondit à peine déjà, donc il est beaucoup plus petit. Et c'est un ballon aussi qui va vite. Il va très très vite. Il y a beaucoup moins de chances pour les joueurs qui sentent pas le jeu, qui n'ont pas des contrôles orientés, ceux qui sentent pas le jeu, ils sont vite perdus. On le voit beaucoup quand il y a des joueurs de football 11 qui viennent dans le futsal. On voit qu'ils sont complètement perdus, surtout tactiquement, où c'est un sport qui est complètement différent du football à 11. Les gens prennent pas conscience de ça, parce que voilà, ils pensent qu'ils voient un ballon, des joueurs de foot, ça joue au pied, c'est du football. Non, c'est complètement différent. C'est un sport qui est carrément différent du football. Parce qu'avec des règles spécifiques aussi, toutes ces choses-là, quoi. Et c'est pour ça que quand un joueur de football à 11, même qu'il soit très 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 bon, quand il arrive au futsal, il va être perdu. C'est ça. Non, mais justement, c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis. Moi, tu sais, pour avoir vu pas mal d'équipes évoluer, moi, je suis de Champs-sur-Marne, donc je suis en futsal, je connais pas mal. J'ai vu à une certaine époque beaucoup trop d'équipes de futsal jouer au foot en salle. D'un point de vue tactique, il y avait pas cet esprit qu'avaient certaines équipes, comme par exemple à l'époque ici les Moulineaux, qui avaient importé beaucoup de Brésiliens. Et justement, on voyait que c'était complètement différent. On était moins sur la culture du duel direct. Il y avait des déplacements constants, et c'est ça qui fait la beauté finalement de ce sport. C'est sa particularité tactique, sa particularité des déplacements. Et aujourd'hui, on a plus des joueurs purement futsal que des joueurs à l'époque qui étaient des joueurs de foot qui faisaient du futsal par défaut sans trop avoir cette culture-là. Ouais, exactement. Après, la chance qu'on a eue en France, c'est l'apport des joueurs étrangers. Joueurs brésiliens, espagnols, portugais qui sont arrivés dans le championnat de France et qui ont apporté un peu cette culture-là tactique, et ce qui a permis à nos joueurs français de progresser aux côtés de ces joueurs qui avaient déjà 10, 20 ans d'expérience tactiquement, et ce qui a fait que le futsal a progressé. Pour moi, c'est l'apport des joueurs et aussi un mélange de culture. Certains coachs étrangers qui sont arrivés en France et qui avaient déjà quand même un bagage tactique, et qui ont apporté ce bagage tactique en France. Et à l'inverse, toi aussi, quand tu as joué à l'étranger, on pourrait lister tes clubs, je crois qu'on en a fait autant. Faudrait plus qu'une heure. Pas au même niveau, mais tu as quand même fait plusieurs pays, et toi aussi, à l'étranger, tu as dû apporter, et puis tu as dû apprendre, les championnats sont différents, il y a des championnats plus durs, les ambiances, tu as connu une carrière de... Quand tu arrives déjà dans un pays étranger, quand tu arrives dans un club d'un pays étranger, déjà, tu vois tes coéquipiers, donc tu as un Brésilien, tu as un Russe, c'est vraiment un mélange, et c'est là que tu as différents
types de futsal. Donc, tu as le futsal des pays de l'Est, donc tout ce qui est Russie. Tu as le futsal ibérique, donc Portugal, Espagne. Et puis, tu as le futsal d'Amérique du Sud avec le Brésil, la Colombie et tout ce qui va avec. Et il y a ce mélange-là. Donc, ce qui fait que tu apprends énormément auprès de ces joueurs-là. T'apprends énormément et toi t'apportes ta petite touche technique, parce que voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France on a des joueurs techniquement au-dessus de beaucoup de joueurs étrangers. Tactiquement, on est certes en retard, mais techniquement, on a des joueurs exceptionnels. On a des joueurs exceptionnels par rapport à des joueurs... Ça, c'est une info importante que tu nous donnes. Parce que nous, on ne se rend pas compte. Clairement. Toto, tu voulais... Oui, alors on parle du développement du futsal à l'étranger. On sait que dans certains pays, on est sur du professionnalisme, soit du semi-professionnalisme. Est-ce qu'en France, on peut vivre du futsal? Si on est joueur de futsal en France, est-ce que dans cette filière-là, finalement, on peut en faire son métier? Et double question, est-ce qu'à l'étranger, ils vivent du futsal? Actuellement, maintenant, en France, on peut vivre du futsal. Il y a des joueurs qui vivent de futsal, là, actuellement. Ça fait depuis, allez, on va dire à peu près 3-4 ans, voire 5 ans, où on a commencé à mettre certains moyens, où la Fédé a quand même mis certains moyens pour qu'on puisse avancer dans le futsal. Et les clubs ont mis aussi les moyens. La plupart, la quasi-totalité des clubs de Ligue 1, de D1 national, ont des joueurs étrangers. Donc, quand on dit joueurs étrangers, donc dans les hébergés, appartements, salaire qui va avec. Donc, actuellement, on peut vivre. Pas tout le monde y arrive. Pas tout le monde peut vivre. On a les internationaux français qui peuvent vivre, mais bon, pas tous. Il y en a qui sont obligés aussi de travailler à gauche ou à droite. Mais on y arrive petit à petit. On est dans ce cheminement-là. Et après, par rapport à l'étranger, oui, l'étranger, on peut vivre du futsal. Moi, j'ai été à l'étranger, je vivais du futsal, donc c'était beaucoup plus simple qu'en France. Ouais. Pierre, on comprend que du coup, le futsal est en plein essor, en pleine progression. Alors c'est important, tu as parlé de la différence tout à l'heure entre le foot à 11, évidemment, c'est que le futsal n'est pas régi par la FIFA, mais par la FIFUSA, donc la Fédération internationale de futsal, si je dis pas de bêtises. Comment tu vois l'avenir du futsal? Est-ce que c'est en plein essor justement, en pleine croissance, les nouvelles générations? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu vois au quotidien, toi qui es encore dans le milieu? Après, je vais apporter une petite correction. Le futsal est géré par la FIFA. Ok, c'est la comme FIFA. quoi. Après, faut savoir une chose, c'est qu'il y a plusieurs types de fédérations de futsal. Okay. Donc on a tout type de... Par exemple, vous allez en Amérique du Sud, il y a deux fédérations qui gèrent le futsal, quoi. C'est une génération parallèle qui se font un peu la guéguerre. Et, chacun avec leur championnat propre à eux. C'est ça, ils ont un championnat propre à eux, ils ont une compétition propre à eux. Et du coup, le futsal actuellement est géré par la FIFA. D'accord. Est-ce que les instances... l'UEFA. Ok, donc les instances, est-ce qu'elles mettent en avant le futsal comme il se doit, ou parce que c'est un peu méconnu sur la scène mondiale, oui. En France, tout doucement, on y arrive. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. On est en pourparlers pour pouvoir accueillir une grande compétition ici. La dernière nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on va accueillir le Final Four, donc de la Ligue des Champions, donc la finale de la Ligue des Champions en France, qui sera, je crois, au Mans. D'accord. Au Mans. Et c'est une première. Encore une info Sud. Voilà, encore une info Sud Radio. Voilà, on a perdu Alexandre Corbeau, on a récupéré Moustapha Oudbali. On va encore essuyer une courte pause. Restez bien avec nous parce que c'est super intéressant. On a plein de questions à te poser, Moustapha. À tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Alors vous êtes toujours avec nous sur les vraies voix du foot avec, je suis toujours accompagné de Farid Bouadla, Maxime à la réalisation, Moustapha Oudbali, notre invité exceptionnel Pierre Grégoire sur le plateau. Et je vous fais un petit point sur le sondage, ça n'a pas bougé, hein, c'est 74% des gens sont contents que Dédé parte. Et puis c'est toujours Zizou qui arrive en tête à 74%, alors il y a Thierry Henry, ça n'a pas trop bougé depuis 74-74. Voilà, 74-74, on est pratiquement à égalité. Voilà, c'est les mêmes qui ont voté, je crois. Voilà. C'est un sondage... On va revenir tout de suite avec Moustapha parce que maintenant je sais que t'as pas entrepris, ça fait un moment que tu coaches parce que t'as un certain âge, tu n'as plus 20 ans, mais t'as tellement de choses à transmettre. Et je souligne au passage que tu as beaucoup de points communs
On a beaucoup de points communs, mais tu as beaucoup de points communs. Moi, je compare souvent Mustapha, et je te le dis avec beaucoup d'émotion. Tu as beaucoup de points communs avec Zinedine Zidane, parce que tu es quelqu'un qui a envie de transmettre, qui est discret, qui est humble. L'humilité, c'est vraiment ce qui te caractérise. C'est quelqu'un de discret dans notre coin. T'entends pas parler de Mustapha, alors qu'il a une carrière. Que quand il a un ballon entre les pieds. Par contre, là, j'ai assisté une fois, il coachait les 17 ou les 19 à Clichy, il est au milieu du terrain, il explique, il met un atelier en place, le mec, il le monte, il est à 30 mètres, il dit voilà, hop, ça part à gauche, ça joue dans le couloir, un appui remise. Ah, mais faut l'ajouter dans le sondage pour l'équipe de France. Ah ouais, non, mais sans élan, il avait une frappe pied gauche à 30 mètres. Moi, j'ai quitté le terrain, j'ai dit bon, je vais te laisser travailler. Alors, un peu plus sérieusement, voilà, je suis très content que tu sois là, Mustapha. Parle-nous de ta carrière de coach. Après ma carrière de joueur, je me suis lancé tout de suite dans la carrière de coach. Donc, j'ai coaché pas mal d'équipes aussi. Comme j'en ai joué dans pas mal. Je sais plus si j'ai dit 8 ans ou 10 ans capitaine de l'équipe de France. Hein. Non, j'ai fait 10 ans en équipe de France et j'ai fait 3 ans de capitanat. Voilà. 3 ans de bien. Ouais, vas-y, je t'ai coupé. Et ensuite, tu as enchaîné avec Oui, et après, j'ai enchaîné dans le coaching. Où, envie de redonner. Je coachais sans passer mes diplômes, par contre. D'accord. J'ai pas franchi le pas, où je viens de franchir le pas où je me suis inscrit pour passer mon diplôme. Donc actuellement, je passe mon BMF. T'es en formation. Ouais, exactement, je suis en formation actuellement pour le BMF. C'est les mêmes diplômes que le foot à 11 en futsal. J'avais posé la même question. Ouais. Ah, voilà, tu vois. En fait, moi, je fais les deux en même temps. Je fais futsal et foot à 11. Donc à la fin, quand j'obtiens mon diplôme, je vais avoir celui du football classique et du futsal. Et celui du futsal, c'est pour entraîner vraiment jusqu'en équipe nationale. Donc c'est vraiment le plus haut diplôme du futsal et en football à 11, je pourrais entraîner jusqu'en régional. On va entendre parler de toi. Sur les deux, tu as une préférence? Futsal quand même ou... À chaque fois, en fait, on me pose souvent cette question. On me la pose énormément et à l'heure d'aujourd'hui, je crois, on a dû me la poser honnêtement 500 fois. Cinquantaine de fois. 51 fois alors. À peu près, mais bon. Et j'ai toujours pas de réponse en fait. Mais c'est que t'es un passionné. C'est que j'ai toujours pas de réponse et j'arrive pas à faire un choix. Non, parce que c'est deux mondes différents. Des fois, je me dis, je vais me remettre dans le football. Des fois, j'ai envie de claquer la porte au futsal et revenir dans le football parce que je vois des actions dans le football qui se sont passées. J'ai envie. Et après, quand je vois des fois des actions dans le futsal qui me dégoûtent entre guillemets, je dis je reste au futsal. Farid. Tout à l'heure, on a abordé le côté des instances et justement à travers les diplômes, t'en parles un petit peu. Justement, c'est la FFF qui fait passer les diplômes. Est-ce que finalement le futsal ne souffre pas de ce manque d'indépendance? Pourquoi le futsal n'a pas sa propre fédération? Pourquoi est-ce qu'elle doit être dans une fédération de tutelle? Parce que si on regarde bien finalement, le futsal a ses propres règles, son propre ballon, son propre terrain, ses propres mœurs. Ça ressemble au foot que de loin finalement. C'est comme si on mettait le ping-pong dans la même catégorie que le tennis. C'est pas les mêmes sports. Est-ce que le futsal ne devrait pas voler de ses propres ailes de pigeon? Tu sais, Farid, là, t'as appuyé sur un sujet très sensible. Très sensible qui est... Joker. C'est un long... Non, en avoir parlé. C'est un long débat. La question que tu poses, c'est un long débat. Dans les réseaux sociaux, il y a des gens, des fois, ils disent il faut qu'on arrête avec la Fédé, il faut qu'on crée notre propre fédération parce que c'est pas normal qu'on soit affilié à la Fédération française de football. C'est un long débat. Et là-dessus, pareil, j'ai pas d'idée. Après, on sait pas si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Faire une fédé que derrière ça se casse la gueule parce qu'il faut aussi énormément de moyens pour monter un championnat national. Mais c'est un long débat où beaucoup sont pour, d'autres sont contre. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être affiliés. Il y a une deuxième fédération française de futsal qui existe. Oui. Qui existe en France, il y a déjà. Et je sais plus comment ça s'appelle. Et puis, il y a des équipes, quand ils se sentent pas bien au sein de la fédé, ils vont. Ouais, mais sauf que quand tu prends une licence dans cette fédé, tu peux pas prendre de licence à la FFF. Ouais, exactement. Le cas Ali Badreddine qui a pris 99 ans d'interdiction de licence. C'est une aberration. Et moi, j'ai l'impression que finalement, la fédération, et là je parle en mon nom, que la fédération finalement garde le bébé futsal bien sagement dans la maison mère, alors que le produit phare de la FFF, ça reste le foot à 11, et que
quelque part, le futsal restera peut-être un petit peu toujours bridé à cause de ça. Et je pense que à un moment donné, il faudra que le futsal français, peut-être, ça prendra du temps, peut-être qu'il y perdra sur du court terme. Mais voilà, cette émancipation, elle est nécessaire. Alors, il y aura forcément des freins, mais justement, aujourd'hui, il y a plus de médiatisation, donc forcément, peut-être un modèle économique autour des clubs à développer plus intéressant. Et encore une fois, je parle à mon nom, je ne veux pas du tout te mettre en porte-à-faux vis-à-vis de cette question-là, mais je pense honnêtement que le futsal devrait essayer de peut-être trouver son indépendance. Oui, comme a dit Mustapha, juste, c'est vrai que t'as pas tort, moi je suis d'accord aussi, mais comme a dit Mustapha, il faudra vraiment être sûr du cadre et pas refaire un semblant de FFF bis avec tous ces déboires. Il faudrait vraiment, voilà, mais c'est une fédé. Oui, non, bien sûr, mais si tu montes une fédé. Ça serait un long process. Après, il faut savoir que de plus en plus de clubs professionnels de football investis dans le futsal. Donc quand on regarde l'Olympique Lyonnais, ils ont déjà s'appuyer sur les clubs. Ils ont un club de futsal qui est en D2 national. GF38 Grenoble pareil, Lorient pareil, Valenciennes pareil. Ils ont pratiquement tous des sections futsal et commencent tous à s'investir. Maintenant, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Parce que est-ce qu'on veut intégrer les clubs professionnels de football pour qu'ils aient des sections futsal comme ce qui se passe à Barcelone ou Benfica ou au Sporting, et que après c'est la fin des clubs amateurs, entre guillemets, on va dire peut-être des clubs de quartier? Là, justement, dans ces pays-là, par exemple l'Espagne, justement ça c'est une vraie question que je te pose. Est-ce que dans ces pays-là, ces équipes ont leur fédé? Est-ce que à l'étranger, là où ça marche bien, ces championnats-là sont organisés par des fédés à part entière? Là, au départ, je pensais que c'était plutôt non, c'est la fédération espagnole qui gère le futsal. Après, j'ai pas envie de dire de bêtises, tu vois. Je suis pas très sûr de ma réponse, mais je crois que c'est la fédé espagnole, comme c'est la fédé portugaise qui gère. Parce que pour certains, j'ai fait quelques recherches et j'ai vu qu'il y avait des fédés purement futsal à l'étranger. Oui, et c'est pour ça que je te disais, comme je disais tout à l'heure, il y a deux fédérations différentes. Il y a une fédération UNF, je sais pas comment que ça s'appelle, qui gère que le futsal. Et ils ont une fédération propre à eux-mêmes. Ils ont une équipe de France propre à eux-mêmes aussi. Donc vraiment, ils ont tout propre à eux-mêmes, mais c'est beaucoup moins attractif que le championnat de la fédé. Je voulais revenir aux enfants. Est-ce que les enfants se dirigent beaucoup plus sur le futsal depuis ces dernières années, ou comment tu vois l'avenir, toi? Les mômes restent sur le foot 11 ou ça commence à basculer? Toi, tu es sur le 2. Il y a de plus en plus de mômes qui s'inscrivent dans des clubs de futsal parce que il y a de la demande aussi et parce qu'il y a beaucoup d'académies qui se sont créées. Tu fais bien, t'as aussi créé une académie. En l'occurrence, la mienne. Voilà, parle-nous-en tout de suite, puisque tu t'es fait bien tout seul, je vais vous les faire. En l'occurrence, la mienne, où j'ai créé aussi mon académie, parce que, après moi, j'ai eu beaucoup de demandes, on m'a souvent sollicité par rapport à ça. C'est pour répondre à une forte demande. Voilà, exactement. Donc, on m'a dit, pourquoi tu ne crées pas ton académie? Bon, voilà ce que j'ai fait. Et il y a énormément d'académies maintenant dans beaucoup de villes où il y a même 2-3 académies dans chaque ville. Et il y a énormément d'enfants qui font la double pratique. Ils font futsal et foot à 11. J'en ai beaucoup, moi. Déjà dans mon académie, j'en ai quand même pas mal qui font la double pratique. Mais il y a de plus en plus de mômes qui se mettent au futsal. Pour te revenir sur ce que tu viens de dire, je trouve que c'est un peu dangereux parce que je suis pas sûr que ça soit compatible. Le foot à 11, futsal, j'ai fait un peu les deux à un niveau faible, mais c'est pas les mêmes déplacements, c'est pas les mêmes articulations, c'est pas les mêmes appuis. Chercher le mot. Et est-ce que tu conseillerais à un enfant oui, je fais du futsal et puis fais du foot à 11? Ouais. C'est pas dangereux pour les. Non, carrément, je conseillerais de faire les deux. Parce que voilà, il y a une double progression et déjà techniquement on progresse beaucoup plus vite. Et après voilà, le problème d'articulation, c'est pas dû au terrain, c'est souvent dû peut-être au poids qu'on a aussi. Il y a pas mal de choses sur l'organisme du corps qui font que on a des problèmes d'articulation. Donc ça revient pas des terrains. Des fois on dit je suis avec du synthé, je repasse après sur de l'herbe, après ça. Ça n'a rien à voir avec tout ce que quand tu as grandi comme nous sur les terrains en terre et puis que tu bien sûr. En faisant les deux, t'élargis quand même ta palette technique et surtout si tu commences enfant. Et puis après voilà, je suis aussi également président de la commission du district 93.
D'accord. Donc le président du district qui est Ahmed Adef, Ouais. et qui a investi beaucoup dans le futsal. Donc voilà. Tu travailles en étroite collaboration avec Ahmed Adef. C'est surtout lui qui est venu me chercher, qui m'a imposé d'être à la présidence de la commission futsal de Seine-Saint-Denis. Voilà, parce que il avait dans l'idée d'apporter un peu plus de futsal au district et à la Seine-Saint-Denis, parce qu'on a quand même de bonnes sélections U15 et U17 dans le district où on fait vraiment de bonnes choses, on travaille vraiment bien dans ce district. Moi, je suis arbitre officiel et on m'a sollicité plein de fois pour basculer en futsal. J'ai pas encore passé le cap, mais peut-être. Farid, t'avais une question? Non, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus même de clubs de futsal et de foot à 11 qui fusionnent. C'est le cas à Torcy, où il y a justement une offre élargie. On souhaite plus investir l'école de foot en futsal, les jeunes, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de mamans qui sont contentes que leurs enfants fassent du futsal, parce que c'est beaucoup plus pratique quand on a son gamin qui rentre du futsal que quand il rentre d'un terrain boueux. Donc quand on est tout petit, non, mais c'est vrai que c'est une pratique qui est même on peut l'attendre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. La condition climatiques, c'est ça. Je vais t'attendre à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants, souvent en hiver, on les voit pas trop. Dès que les beaux jours reviennent, on commence à les voir revenir, alors que le futsal leur permet de pouvoir jouer toute l'année. Et c'est vrai que c'est un modèle qui commence à être de plus en plus standardisé dans beaucoup de clubs, en tout cas en Ile-de-France. Et c'est vrai que cette double culture foot peut être intéressante pour un gamin qui rentre dans un club et d'avoir le choix de jouer soit au futsal, soit au foot à 11. Après, moi, je vais mettre un point là-dessus où... Après, c'est souvent aussi les parents qui imposent à leurs enfants de faire la double pratique. Oui, il y a des enfants qui... des fois, moi, je l'ai vu plusieurs fois, il y a des enfants qui ça leur intéresse pas de faire du futsal. Ça les intéresse pas, mais c'est le père, les parents qui veulent forcer leur gamin parce que ils ont un projet. Même problème que dans le foot. Ça fait partie du projet. Ça fait partie du projet de mettre le gamin et lui donner des disciplines de plus en plus. Le gamin, des fois, tu vois un gamin, il a 6 ans, il s'entraîne 5 fois par semaine. C'est énorme. Plus un match, le truc. On est dans la même dérive. On peut superposer le futsal et le foot à 11. On est dans la même dérive. Les parents, ils ont Mbappé chez eux. De toute façon, on arrive à un âge où c'est que du plaisir. Quand ils viennent pour faire du futsal, c'est du plaisir avant tout. Bon, ils travaillent techniquement, tout ça, mais avant tout, ça reste du plaisir, plutôt qu'autre chose. Avant de se quitter, donne-nous le nom de ton académie, ça va. Clichy Futsal Académie 93. Dans sa ville natale. Oui, parce que voilà. À quel point il est attaché à ses valeurs. On est attaché, quand on est né là, on est attaché à notre région, à notre coin. J'en parle souvent, je ne veux pas être trop récurrent, mais voilà, quand on est du 93, on est du 93. Oui, exactement. Voilà. Alors, du 77 aussi, on est pareil. Nous. Voilà. Tu vois, en minorité, Farid, on est 3 du 93. Mais attends, le 77 est beaucoup plus grand, les gars. Voilà, c'est vrai, c'est le deuxième plus grand département, je crois, après la Gironde. Du monde, après la Russie. Merci à toi, merci Moustapha d'être venu nous faire part de ton. On pourrait en parler des heures, on a essayé de faire court et puis de donner un maximum d'infos. J'espère qu'on a été audible et voilà, qu'on a intéressé beaucoup de monde sur ta. Faut qu'ils regardent, Moustapha Othmani, ton tracé, ta carrière. Et je pèse mes mots quand je le compare à Zizou, c'est le même. C'est la discrétion, l'humilité, les valeurs qui se perdent. Voilà, on va terminer, mais je vous remercie, Pierre, Farid, je vous dis à la semaine prochaine, 20h, 21h. N'oubliez pas, et Maxime à la réalisation, n'oubliez pas, mardi, vous avez les vraies voix du foot avec Philippe David, Emmanuel Galasso et Guy Carlier. Nous, on est le mercredi et le jeudi. Demain, vous avez rendez-vous avec Lionel Rousseau, Michel Boulin, Karim Zerebi, Jimmy Algerino. J'ai oublié personne? Alexandre Boutellier. T'as eu tout le monde là. Et Alexandre Boutellier, il est là demain? Je ne pense pas qu'il sera là demain, on verra. D'accord, ça sera la surprise. Voilà, ne quittez pas Sud Radio, on est sur la meilleure des radios. À très bientôt, merci. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Merci, à bientôt.